Bon, c'est clair, il ne s'agit pas d'arrêter de manger de la viande, pour ceux qui aiment cela, mais tout simplement de rééquilibrer nos sources de protéines entre animales et végétales. Alors tout au long de la préhistoire et de l'histoire, l'homme a parfois dû se contenter de ce qu'il avait sous la main pour se nourrir. Et puis avec le développement de l'agriculture, des voyages, des découvertes, son alimentation s'est enrichie au point parfois de devenir gargantuesque, du moins dans certaines régions du monde. De Cro-Magnon à aujourd'hui, voici l'évolution de notre assiette au fil du temps. Au Paléolithique, l'homme préhistorique est pragmatique. Il mange ce qu'il trouve autour de lui. Des feuilles, des racines, des fruits, des graines et aussi de la viande. 500 000 ans avant notre ère, il dévore tout cru de petites bêtes faciles à attraper comme des lézards, des rongeurs et aussi des cadavres d'animaux. Burk! Chasseur, cueilleur et pêcheur, Cro-Magnon mange de tout. On dit qu'il est omnivore. Mais en à peine 10 000 ans, son mode de vie va complètement changer. La Terre sort tout juste d'une période glaciaire et ce réchauffement donne naissance à des terres ultra riches, comme celle du croissant fertile au Moyen-Orient. Là, l'homme qui a tout ce dont il a besoin à portée de main va se sédentariser. Il cultive les premières céréales, le blé, mais aussi de l'orge, du pois, des lentilles, des pois chiches. Il domestique le chien, la chèvre, le porc, l'âne et les bovins. Le cueilleur est devenu agriculteur, le prédateur est devenu éleveur. C'est la révolution néolithique. C'est l'époque des armées colossales, des grandes conquêtes, de la construction des pyramides. Tout autour de la mer Méditerranée, les civilisations antiques ont besoin d'hommes pour réaliser leurs prouesses. Et ces hommes, ils ont besoin d'énergie. Alors pour bien remplir les panses, on remplit les gamelles de céréales et de légumineuses, comme les pois et les lentilles. Ces produits se cultivent facilement, se conservent très bien et sont très nourrissants. C'est donc le carburant idéal. Esclaves, paysans et militaires se nourrissent de bouillies, de galettes, de pain. Des repas frugaux mais très réguliers tout au long de la journée, apportant suffisamment de calories pour assurer le dur labeur quotidien. Côté boisson, les travailleurs égyptiens s'abreuvent de bières très riches en céréales, source à la fois d'acides aminés et de vitamines. La bière est épaisse et opaque. Elle est tellement riche qu'elle fait partie du salaire des travailleurs. Les Grecs et les Romains, quant à eux, préfèrent le vin qu'ils consomment en grande quantité. Coupé avec de l'eau, parfois peu salubre à l'époque, le vin est moelleux et sucré. Il représente jusqu'au tiers des apports caloriques quotidiens. Au Moyen-Âge, l'alimentation est soumise aux normes sociales. Selon leur rang, les individus ne mangent pas la même chose. Les produits du sol, de la terre, comme les navets, le chou, les fèves, l'ail ou les oignons, sont plutôt réservés aux pauvres, tandis que les fruits et la viande sont pour les riches. À la table médiévale, c'est surtout le pain et donc les céréales qui sont la base de l'alimentation quotidienne du peuple. Chez les paysans, on consomme de gros pains gris sombres que l'on conserve de nombreux jours et que l'on peut manger rassis dans la soupe. À la table des nobles, on trouvera plutôt du pain blanc au froment bien levé. Et puis, dans l'assiette des nobles, le must de tous les ingrédients, ce sont les épices. Gingembre, cannelle, muscade, poivre. Elles sont rares et chères. Plus on en met, plus on est riche. Les mets aux couleurs vives s'étalent sur les tables, attirent les regards et en mettent plein la vue aux convives. C'est carrément bling bling. C'est OK! Au XVe siècle, Christophe Colomb traverse l'océan Atlantique et ouvre les portes du Nouveau Monde et de son garde-manger. Le piment, par exemple. Les Portugais le ramènent de Cuba jusqu'en Inde. Le siècle suivant, c'est dans la cordillère des Andes, au Pérou, que l'on découvre la pomme de terre. En France, elle a du mal à se frayer une place dans nos assiettes, malgré Antoine Parmentier, pharmacien et nutritionniste, qui, convaincu de la valeur nutritive du tubercule, perçoit
persuade Louis XVI de la mettre au menu. Pendant ce temps-là, les Italiens améliorent leur sauce en y ajoutant la tomate, originaire du Mexique. Et dire qu'au début on la pensait vénéneuse, tant mieux, parce que les bolos sans tomate, ce serait la fin des haricots. Oh, et puis en parlant de haricots, lui aussi, il vient de loin. Il a été découvert à Cuba par Christophe Colomb. Et n'oublions pas le chocolat. Les Mayas et les Aztèques étaient les premiers cultivateurs de cacao dans les forêts tropicales d'Amérique centrale. Et puis la vanille. Les Mayas s'en servaient dans une épaisse boisson à base de cacao et de piment, l'ancêtre de notre chocolat chaud. Après la Seconde Guerre mondiale, il faut reconstruire le continent européen et nourrir la population croissante. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, est créée le 16 octobre 1945 et 2 ans plus tard, les États-Unis lancent le plan Marshall pour donner un coup de pouce économique au vieux continent. Et ce coup de pouce passe surtout par une intensification de l'agriculture. C'est une véritable révolution. Motorisation et mécanisation, importante irrigation, forte sélection de variétés à haut rendement, utilisation d'engrais et de pesticides dans les cultures. Il faut doper la production. Les exploitants se spécialisent progressivement et les monocultures, comme celle du blé et du maïs, se multiplient. Et puis, il n'y a pas que dans les champs qu'il y a du mouvement. La consommation alimentaire, elle aussi, évolue. Et en ville, les premiers grands supermarchés se développent. Vous l'avez compris, l'intensification de l'agriculture dans l'après-guerre répondait à un besoin. Seulement voilà, avec le recul, on s'aperçoit que les pratiques agricoles nécessaires à l'époque ont quelque peu chamboulé l'environnement. Et dans nos assiettes, c'est pas joli non plus. Les régimes traditionnels de céréales et de légumes ont cédé la place aux repas riches en graisse et en sucre. Trop gras, trop salé, trop sucré. Près de 2 milliards d'adultes sont en surpoids dans le monde et la France n'est pas épargnée, puisqu'environ 15% de sa population est obèse. Pendant ce temps-là, 795 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, soit 1 personne sur 9. Puisque nous en sommes conscients, on cherche des solutions pour améliorer nos pratiques agricoles et mieux distribuer les ressources alimentaires dans le monde pour que tout le monde mange à sa faim et bien, sans faire du mal à la planète.